Bonjour ou bonsoir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble une histoire d'un auteur assez peu connu, malheureusement dans le monde francophone, qui pourtant est considéré parmi les meilleurs du roman policier. Je remercie vivement mes amis, Inès et Nathalie entre autres, pour me l'avoir suggéré. Et je dois dire que je n'ai pas du tout été déçu. L'auteur dont nous découvrons aujourd'hui une histoire se nomme Gilbert Keith Chesterton, ou G.K. Chesterton. L'histoire s'intitule La Croix bleue. À l'instar d'Agatha Christie ou de Sir Arthur Conan Doyle, Chesterton avait aussi son détective attitré, le père Brown, dont on va dresser un petit peu le tableau avant de commencer l'histoire. Petit et rondouillard, l'heure éberlué derrière de grosses lunettes, encombré d'un grand parapluie dont il ne sait que faire, voici le père Brown, le détective le plus original de la littérature policière. Tout l'art du père Brown, c'est la faculté qu'il a de s'imprégner de l'atmosphère de l'affaire en cours et de se glisser dans la peau du criminel. Et si ses méthodes insolites déroutent, il triomphe du mystère là où la police demeure impuissante. Sans plus tarder, nous allons commencer par l'histoire de la Croix bleue, tirée du recueil La clairvoyance du père Brown. Entre le ruban d'argent de l'aube et le ruban vert et brillant de la mer, le bateau aborda Hawick et y débarqua la horde de ses passagers. L'homme que nous allons suivre ne se distinguait pas de la foule et ne désirait pas s'en distinguer. Il n'y avait rien de remarquable dans sa physionomie, si ce n'est un léger contraste entre ses gais vêtements de bourgeois en vacances et l'expression sérieuse et officielle de son visage. Il portait un veston léger de couleur gris clair, un gilet blanc et un chapeau de paille blanc avec un ruban gris-bleu. Son visage maigre paraissait brun, par contraste, et sa barbiche noire d'allure espagnole semblait comme jaillir d'une fraise. Il fumait une cigarette avec la gravité d'un oisif. Rien ne pouvait laisser supposer que son veston gris cachait un revolver chargé, que son gilet blanc renfermait une carte de policier et que son chapeau de paille couvrait l'un des esprits les plus brillants d'Europe. Pourtant, ce personnage n'était autre que Valentin, le chef de la police parisienne et le plus célèbre détective du globe. Il se rendait de Bruxelles à Londres, dans l'espoir d'opérer l'arrestation la plus sensationnelle du siècle. Flambeau était en Angleterre. La police des trois pays avait enfin suivi la trace de ce grand criminel, de Gand à Bruxelles et de Bruxelles au Hoek van Holland. On supposait qu'il tenterait de tirer parti du mouvement anormal et de la confusion causée par le congrès eucharistique qui devait avoir lieu à Londres. Il voyageait sans doute sous les traits de quelque humble ecclésiastique ou quelque obscur secrétaire se rendant à cette assemblée. Valentin ne pouvait naturellement rien affirmer. Personne ne pouvait rien affirmer concernant Flambeau. Cela fait des années maintenant que ce géant du crime a soudain cessé d'agiter le monde. Lorsque cet événement se produisit comme après la mort de Roland, un grand calme se fit sur la terre. Mais dans ses plus beaux jours, j'entends naturellement ses plus laids, Flambeau était un personnage aussi emblématique et renommé que le Kaiser. Il ne se passait pas de semaine sans que les journaux n'annoncent qu'il s'était soustrait aux conséquences d'un crime extraordinaire en commettant un autre. C'était un Gascon d'une taille gigantesque et d'une grande audace. Les histoires les plus folles circulaient à son sujet, narrant ses accès d'humour athlétique, comment il avait retourné tel juge d'instruction la tête en bas pour lui rafraîchir les idées, comment il avait descendu en courant la rue de Rivoli, un gardien de la paix sous chaque bras. Il faut lui rendre cette justice qu'il faisait usage de son énorme force physique, sans effusion de sang. Seul l'amour-propre des victimes s'en trouvait blessé. Il s'était spécialisé dans le vol en gros, mais chacune de ces ingénieuses escroqueries valait presque un nouveau péché et pourrait à elle seule faire le sujet d'un roman. C'est lui qui exploita à Londres la grande laiterie tyrolienne Company Ltd. Sans laiterie, ni vaches, ni charrettes, ni lait, mais avec plusieurs milliers d'abonnés. Il assurait le service en subtilisant les petites cruches à lait laissées devant les portes pour les placer devant celles de ses propres clients. C'est lui encore qui parvint à entretenir une correspondance suivie et intime avec une jeune dame dont le courrier était intercepté, en ayant l'idée de photographier les caractères minuscules de ses missives sur des plaques de microscope. Une simplicité absolue caractérisait la plupart de ses expériences. On raconte qu'il repeignit une nuit tous les numéros d'une rue, dans le seul but d'attirer un voyageur dans un piège. Et il est hors de doute qu'il inventa une borne poste portative
qu'il déposait au carrefour de quelques paisibles faubourgs, dans l'espoir de voir des étrangers y jeter des mandats postes. Il avait enfin la réputation d'être un prodigieux acrobate. Malgré sa haute taille, il pouvait bondir comme une sauterelle et disparaître dans les cimes des arbres, pareil à un singe, de sorte que le grand Valentin, lorsqu'il se mit à la poursuite de Flambeau, était parfaitement conscient que de le trouver ne marquerait pas la fin de l'aventure. Mais comment le retrouver? Sur ce point, ses idées n'étaient pas encore arrêtées. Il y avait une chose que Flambeau, malgré toute son adresse, ne pouvait parvenir à cacher, sa haute taille. Si l'œil vif de Valentin avait aperçu une grande marchande de fruits, un grand grenadier, ou même une duchesse de taille assez élevée, il les eût sans doute arrêtés sur le champ. Mais parmi tous les voyageurs de son train, il n'y avait personne qui pût être un Flambeau déguisé, à moins qu'une girafe puisse se déguiser en chat. Valentin avait examiné à loisir les passagers du bateau. 6 personnes seulement étaient montées à Harwich, et au cours du trajet, un petit employé de chemin de fer se rendant au terminus de la ligne, 3 jardiniers d'une taille en dessous de la moyenne, montés 2 stations plus loin, une toute petite veuve venant d'une bourgade de l'Essex et un tout petit prêtre catholique romain, venant d'un village de l'Essex. Lorsque ce dernier apparut, Valentin renonça à ses recherches et se mit à rire. Le petit prêtre personnifiait si bien les plaines de l'Est. Son visage était aussi rond et banal qu'une pomme du Norfolk. Ses yeux étaient aussi vides que la mer du Nord. Il transportait plusieurs paquets, enveloppés de papier brun, qu'il ne parvenait pas à rassembler. Le congrès eucharistique devait avoir fait sortir de leur retraite beaucoup de créatures aveugles et vulnérables, comme autant de taupes de leur trou. Valentin était un sceptique sévère, comme on sait l'être en France, et n'éprouvait aucune sympathie pour les prêtres. Mais il pouvait en avoir pitié, et celui-ci aurait inspiré la pitié de son pire ennemi. Il avait un gros parapluie rapiécé qu'il laissait constamment tomber par terre. Il ne semblait pas distinguer la partie aller de son billet de la partie retour. Il expliquait avec une naïve simplicité à tous ses compagnons de voyage qu'il devait être prudent parce qu'il transportait un objet d'argent massif, avec des pierres bleues, dans un de ses paquets de papier brun. Toute la fadeur des plaines de l'Essex s'alliait en lui à une pieuse candeur. Le petit prêtre ne cessa de divertir son compagnon de voyage jusqu'à son arrivée à Stratford. Il descendit avec tous ses paquets, et lorsqu'il revint chercher son parapluie, Valentin poussa la bienveillance jusqu'à lui conseiller, s'il tenait à conserver son trésor, de ne pas en parler à tout le monde. Tout en causant, le policier ne cessait de tenir l'œil ouvert en quête de toute personne, riche ou pauvre, homme ou femme, d'une taille dépassant 6 pieds, car Flambeau mesurait 1,90 m. Lorsqu'il arriva à la station de Liverpool Street, Valentin était convaincu de ne pas avoir laissé passer son criminel. Il se rendit d'abord à Scotland Yard pour régulariser sa situation et pour se procurer au besoin du renfort. Puis alluma une cigarette et partit pour une longue promenade à travers Londres, tandis qu'il cheminait à travers les rues et les squares qui s'étendaient jusqu'à la gare de Victoria. Il s'arrêta brusquement. Il se trouvait sur une curieuse place, comme il y en a tant à Londres, plongée comme par accident dans le calme et le recueillement. Les hautes maisons aux façades uniformes qui l'entouraient semblaient à la fois prospères et inhabitées. Le square planté de buissons au centre semblait aussi perdu qu'un îlot vert au milieu du Pacifique. L'un des 4 côtés de la place était beaucoup plus élevé que les autres, et son alignement était brisé par l'un de ces admirables accidents, comme il en arrive à Londres. Un restaurant de Soho semblait s'être égaré là. Sa devanture avait quelque chose de mystérieusement attrayant, avec des plantes naines en pot et une large tente rayée de jaune et blanc. Elle se trouvait bien au-dessus du niveau de la rue, et suivant la méthode de rapiessage chère à Londres, on gagnait la porte d'entrée par une série de marches, à peu près comme on eût escaladé une fenêtre du premier étage, à l'aide d'une échelle de pompier. Valentin musa et fuma quelque temps en face de cette tente jaune et blanc, et la considéra attentivement. Ce qu'il y a de plus incroyable dans un miracle, c'est qu'il arrive. Quelques nuages au ciel s'imbriquent pour prendre la forme d'un œil humain. Un arbre se dresse au milieu du paysage lorsqu'on a perdu sa route. Il a la forme exacte et compliquée d'un point d'interrogation. J'ai eu l'occasion de voir l'un et l'autre durant ces derniers jours. Nelson meurt à l'instant même où il est victorieux, et un homme du nom de William tue accidentellement un autre homme du nom de Williamson. On dirait une sorte d'infanticide.
Bref, il est dans la vie des coïncidences féeriques que les gens pour lesquels la prose seule existe ne remarqueront jamais. Comme Paul l'a si bien exprimé dans son paradoxe, la sagesse doit tenir compte de l'invisible. Aristide Valentin était foncièrement français, et l'intelligence française est résolument et exclusivement intellectuelle. Il n'était pas une machine pensante, car ce n'est là qu'une expression stupide empruntée au dictionnaire du fatalisme et du matérialisme moderne. Une machine n'est une machine que parce qu'elle ne peut penser, mais c'était un homme pesant, un homme rempli de bon sens. Tous ces succès merveilleux, qui semblaient dus à quelque vertu magique, n'étaient que le fruit d'une logique laborieuse, au clair jugement terre-à-terre d'un Français. Les Français ne galvanisent pas le monde en proclamant un paradoxe. Ils le galvanisent en accomplissant un truisme, comme en 1789. Mais c'est précisément parce que Valentin savait raisonner qu'il n'ignorait pas les limites de la raison. Seul un homme qui ne comprend rien à l'automobilisme peut parler de voyager sans essence. Seul un homme qui n'entend rien à la raison peut parler de raisonner sans posséder au préalable quelques convictions indiscutables. Or, le détective ne possédait, dans ce cas-ci, aucune conviction. Il avait manqué flambeau à Harwich, en admettant qu'il fût à Londres. Il pouvait avoir pris l'apparence d'un grand cheminot, arpentant Wimbledon Common, ou celle d'un grand maître d'hôtel à l'hôtel Métropole. Lorsqu'il se trouvait dans un état d'ignorance aussi complet, Valentin faisait usage d'une méthode toute personnelle, et s'en rapportait à l'invisible. Ne pouvant suivre l'enchaînement des conjonctures raisonnables, il s'appliquait à suivre froidement et scrupuleusement celui des conjectures absurdes. Au lieu de se rendre aux endroits favorables, banque, poste de police, lieu de rendez-vous, il se rendait systématiquement aux endroits défavorables, frappait à la porte de toutes les maisons vides, pénétrait dans toutes les impasses, remontait toutes les ruelles encombrées de gravats, suivait toutes les avenues qu'il écartait inutilement de son chemin. Il invoquait d'excellents arguments en faveur de cette méthode baroque. C'était selon lui la pire de toutes, si l'on possédait un fil conducteur, mais la meilleure si l'on n'en avait pas, car il se peut que telle particularité qui attire l'attention du poursuivant ait attiré également celle du poursuivi. Et il faut bien partir d'un point, autant donc partir de celui où un autre pourrait s'arrêter. Il y avait dans cet escalier, dans l'aspect calme et bizarre de ce restaurant, quelque chose qui éveilla l'imagination du policier et le décida à frapper au hasard. Il gravit les marches, s'assit près de la fenêtre et commanda une tasse de café. La matinée était déjà bien avancée et il n'avait rien mangé encore. Les reliefs des petits déjeuners éparses sur la table lui rappelèrent qu'il avait faim. Il ajouta un œuf sur le plat à son menu et se mit machinalement à saupoudrer de sucre son café, tout en pensant à Flambeau. Il se rappelait que le criminel s'était évadé un jour grâce à une paire de ciseaux, un autre grâce à un incendie, un troisième en payant la surtaxe d'une lettre non affranchie, et un quatrième en faisant regarder par ceux qui l'entouraient, à travers un télescope, une comète qui devait détruire la Terre. Il se considérait comme détective, aussi fort que lui comme criminel, ce qui était vrai. Mais il n'en voyait pas moins la situation désavantageuse dans laquelle il se trouvait. Le criminel est un artiste créateur. Le détective n'est qu'un critique, murmura-t-il avec un sourire amer, tout en portant lentement à ses lèvres la tasse de café. Mais il la déposa brusquement, car il y avait mis du sel. Il examina le récipient dans lequel se trouvait la poudre blanche. C'était à l'évidence un sucrier, aussi sûrement destiné à contenir du sucre qu'une bouteille de champagne était destinée à contenir du champagne. Il se demanda pourquoi on y avait mis du sel. S'étant mis en quête de récipients orthodoxes, il trouva 2 salières remplies. Peut-être le sel qu'elle renfermait n'était-il qu'un condiment spécial. Il le goûta. C'était du sucre. Il examina alors le restaurant avec un nouvel intérêt, dans l'espoir d'y découvrir quelque autre indice de cette curieuse propension artistique à mettre du sucre dans les salières et du sel dans les sucriers. À l'exception d'une tache de liquide noirâtre sur l'un des murs tapissés de papier blanc, la salle semblait propre, gaie et ordinaire. Il sonna le garçon. Lorsque celui-ci accourut, les cheveux en désordre et les yeux gonflés de sommeil, en raison de l'heure matinale, le détective, qui savait, à l'occasion, apprécier une innocente plaisanterie, le pria de goûter le sucre et de lui dire, s'il répondait
à la haute réputation dont jouissait l'établissement. Le garçon resta bouche bée et se réveilla brusquement. « Vous livrez-vous à cette délicate plaisanterie aux dépens de vos clients tous les matins ?» demanda Valentin. « Substituer du sucre au sel et vice-versa est une farce dont vous ne vous lassez pas ?» Dès qu'il eut compris le caractère ironique de cette remarque, le garçon protesta, en balbutiant que ce n'était en aucun cas le genre de l'établissement, et que c'était une surprenante erreur. Il s'empara du sucrier et l'examina. Il se saisit de la salière et la contempla. Ses traits prirent une expression de plus en plus stupéfaite. Il pria enfin Valentin de l'excuser un moment, sortit en toute hâte et revint bientôt avec le propriétaire du restaurant. Celui-ci inspecta également le sucrier puis la salière, et ses traits prirent la même expression stupéfaite. Tout à coup, le garçon s'étrangla dans un flot de paroles. « Je crois, bégaya-t-il précipitamment, je crois que ce sont ces deux prêtres. »« Quels prêtres ?»« Les deux prêtres, dit le garçon, qui ont jeté leur soupe sur le mur. »« Leur soupe sur le mur ?» répéta Valentin, persuadé qu'il s'agissait d'une métaphore italienne. « Oui, oui, répéta fébrilement le garçon, en indiquant du doigt la tache noire sur le papier blanc. Là, sur le mur. » Valentin questionna du regard le propriétaire, qui compléta son information. « Oui, monsieur, dit-il, c'est exact, quoique je ne pense pas qu'il y eût quelconque rapport avec le sucre et le sel. Deux clergymen sont entrés ici de très bonne heure. Dès que les volets ont été ouverts, ils ont pris de la soupe. Ils étaient tous les deux très calmes et d'apparence respectable. L'un d'eux a payé la note et il est sorti. L'autre, qui semblait plus lent dans ses mouvements, s'est attardé quelques minutes à rassembler ses affaires. Il a fini par s'en aller, mais au moment de quitter la salle, il a pris sa tasse, qu'il n'avait vidée qu'à moitié, et en a jeté le contenu sur le mur. J'étais à l'office avec le garçon. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé cette tache sur le mur et la salle vide. Ce n'est pas un grand dégât, mais c'est joliment insolent. J'ai tâché de rattraper ces individus dans la rue, mais ils étaient déjà trop loin. J'ai seulement pu voir qu'ils tournaient dans le coin de Custer Street. Le détective se leva, chapeau sur la tête et canne à la main. Il était décidé, dans les ténèbres où son esprit se trouvait plongé, à suivre la direction indiquée par le premier doigt bizarre qu'il rencontrait. Ce doigt-ci, il était assez. Il régla son compte et, claquant derrière lui la porte vitrée du restaurant, il enfila rapidement la première rue qui s'ouvrit devant lui. Par chance, dans les moments les plus agités, son regard n'en restait pas moins vif et pénétrant. Quelque chose à l'étalage d'une boutique entra furtivement dans son champ de vision, et il revint sur ses pas pour l'examiner. C'était une boutique de fruitiers. Une partie de l'étalage était installée sur le trottoir et dûment étiquetée, avec l'indication des marchandises et des prix. Dans les deux compartiments les plus en évidence se trouvaient respectivement un tas d'oranges et un tas de noix. Sur le tas de noix, un morceau de carton portait inscrit hardiment à la craie bleue « Mandarine de première qualité, 2 pour 10 centimes », et sur le tas d'oranges, on pouvait lire aussi clairement « Noix du Brésil, 40 centimes la livre ». Monsieur Valentin s'arrêta devant ces deux pancartes, se disant qu'il avait déjà rencontré quelque part cette subtile forme d'humour, et cela tout récemment. Il attira l'attention du marchand, un gros bonhomme haut en couleur qui parcourait la rue du regard d'un air bougon sur l'erreur qu'il avait commise. Celui-ci, sans répondre, remit brusquement, chaque carton à sa place, appuyé nonchalamment sur sa canne. L'inspecteur continua néanmoins à inspecter l'étalage. « Excusez, je vous prie, mon cher monsieur, le caractère inattendu de ma demande, dit-il enfin, mais je désirerais vous poser une question de psychologie expérimentale relative à l'association d'idées. » Le fruitier, la face pourpre, le fixa d'un œil menaçant. Mais il continua gaiement en balassant sa canne du bout des doigts. Pourquoi deux cartes mal placées à la devanture d'un fruitier évoquent-elles en moi l'image d'un bicorne en vacances à Londres? Ou, au cas où je ne me ferais pas bien comprendre, quelle est l'association mystique qui rattache l'idée de noix étiquetée comme orange à celle de deux prêtres, l'un grand et l'autre petit? Les yeux du commerçant lui sortirent de la tête, comme ceux d'un limaçon. Un instant, il sembla prêt à s'élancer sur l'étranger. Il bégaya enfin furieux. « Je ne sais pas si vous êtes mêlé à tout ça, mais si vous êtes de leurs amis, vous pouvez leur dire de ma part que je leur administrerai une tripotée en dépit de leur soutane, qu'ils touchent encore à mes pommes. » « Vraiment ?» dit le détective avec bienveillance. «
Ils ont touché à vos pommes. L'un d'eux l'a fait, repartit le fruitier en s'échauffant. Il les a fait rouler jusqu'au milieu de la rue. J'aurais rattrapé cet imbécile si je n'avais dû les ramasser. De quel côté sont-ils partis demanda Valentin. Ils ont pris la seconde rue à gauche et traversé le square, répliqua l'autre. Merci, dit Valentin, et il disparut comme un elfe. Au-delà du deuxième square, il trouva un agent en faction et l'interpella. Ceci est urgent, comptable. Avez-vous vu passer 2 prêtres coiffés de bicorne? Le policeman pouffa de rire. Je les ai vus, monsieur, et si vous voulez que je vous dise, l'un d'eux était ivre. Il s'est arrêté au milieu de la rue si abruti que... Par où sont-ils partis? Interrompit Valentin. Ils ont pris un de ces omnibus jaunes, répondit-il. Un de ceux qui vont à Hampstead. Valentin montra sa carte officielle et dit très vite. Appelez 2 de vos hommes, nous devons les poursuivre. Puis il traversa la rue d'un air si énergique que le corpulent policier lui obéit d'un pied presque alerte. 1 minute après, le détective français était rejoint sur le trottoir opposé par un inspecteur et un policier en civil. Eh bien, monsieur, dit le premier d'un air important. Pourquoi? Mais Valentin brandit sa canne. Je vous répondrai en haut de cet omnibus, et il se faufila parmi les voitures et les autos. Lorsque tous 3 se furent assis, hors d'haleine, sur l'impériale du véhicule, l'inspecteur demanda. Nous pourrions aller 4 fois plus vite dans un taxi. C'est vrai, répondit leur guide avec calme. Si nous savions où nous allons. Et où allons-nous? Demanda l'autre surpris. Valentin, les sourcils froncés, tira quelques bouffées de sa cigarette, puis il dit. Si vous savez ce qu'un homme va faire, marchez devant lui. Mais si vous voulez deviner ce qu'il fait, restez derrière lui. Égarez-vous où il s'égare. Arrêtez-vous où il s'arrête. Allez aussi lentement que lui. Vous pourrez voir alors ce qu'il a vu et agir comme il a agi. Tout ce que nous avons à faire, c'est épier ce que nous pourrions rencontrer de bizarre. De quelle sorte de bizarrerie voulez-vous parler? Demanda l'inspecteur. N'importe quoi de bizarre, répondit Valentin, et il retomba dans un silence tenace. L'omnibus jaune se traîna le long des rues, du nord de Londres, durant, sembla-t-il, plusieurs heures. L'illustre détective ne voulait pas s'expliquer davantage, et peut-être ses aides commencèrent-ils à douter en silence du bien-fondé de sa mission. Peut-être aussi, toujours en silence, ressentait-il le désir pressant de déjeuner, car l'heure du lunch était passée depuis longtemps, et les longues rues des faubourgs septentrionaux semblaient se prolonger indéfiniment, comme sous l'effet d'un télescope infernal. C'était un de ces voyages au cours duquel le voyageur a en permanence l'impression d'avoir enfin atteint le bout du monde, pour se découvrir finalement à l'entrée du Tufnell Park. Londres s'éteignait en une traînée de misérables tavernes et de bicoques de banlieue, pour renaître miraculeusement un peu plus loin, en des rues brillantes et des hôtels bruyants. On aurait dit que 13 villes vulgaires étaient ainsi juxtaposées, quoique le crépuscule de l'hiver menaçât déjà d'envahir les rues. Le détective parisien restait silencieux et attentif, examinant les façades des maisons qui défilaient de chaque côté. Lorsqu'ils eurent laissé Camden Town derrière eux, les policiers commencèrent à s'assoupir. Ils sursautèrent lorsque Valentin bondit, une main sur l'épaule de chacun d'eux, et ordonna au cocher de s'arrêter. Ils dégringolèrent de l'impériale sans bien comprendre la cause de cet émoi. Lorsqu'ils se retournèrent vers Valentin pour lui demander des explications, celui-ci leur désigna triomphalement du doigt une fenêtre du côté gauche de la rue. C'était une large fenêtre qui appartenait à la façade dorée d'un luxueux café. Elle éclairait la portion de l'établissement qui, sous le nom de restaurant, était réservée aux dîneurs comme il faut. Cette fenêtre, comme toutes les autres de la façade de l'hôtel, était en verre mat et portait des dessins. Mais il y avait au milieu un large trou noir, comme une étoile dans la glace. « Notre piste, enfin !» cria Valentin, agitant sa canne. « La maison à la vitre cassée. »« Quelle piste? Quelle vitre? Demanda l'inspecteur. « Quelle preuve avez-vous que ceci ait un quelconque rapport avec eux ?» Valentin faillit briser de rage sa canne de bambou. « Quelle preuve? Cria-t-il. « Tonnerre de Dieu, vous me demandez une preuve? Comment? Mais il y a naturellement 20 chances contre une que ceci n'ait rien à voir avec eux. Mais que pouvons-nous faire d'autre? Ne voyez-vous pas que nous sommes réduits à poursuivre une vague possibilité ou à aller nous coucher? » Il se rua dans le restaurant, suivi de ses compagnons. Tous 3 furent bientôt attablés devant un déjeuner tardif et contemplèrent de l'intérieur l'étoile dans la vitre brisée.
sans en tirer d'ailleurs davantage d'informations. Votre fenêtre est brisée, à ce que je vois, dit Valentin au garçon, en payant la note. Oui, monsieur, répondit celui-ci, occupé à compter la monnaie, à laquelle le détective ajouta sans mot dire un énorme pourboire. Le garçon se redressa, des gestes empreints d'une douce mais évidente animation. Ah oui, monsieur, dit-il, c'est une curieuse affaire. Vraiment? Contez-nous cela, dit Valentin avec une nonchalante curiosité. Voilà, 2 messieurs en noir sont entrés ici, dit le garçon. 2 de ces prêtres étrangers qui courent les rues, en ces temps-ci. Ils ont pris tranquillement un modeste petit déjeuner, et l'un des 2 a payé l'addition avant de sortir. L'autre allait le rejoindre lorsque, en comptant ma monnaie, je me suis aperçu que j'avais reçu 3 fois trop. Et là, ai-je dit au bonhomme qui sortait, vous m'avez donné trop. Oh, a-t-il répondu froidement, croyez-vous? Oui, ai-je dit en prenant la note pour lui montrer. Eh bien, cela m'a donné un coup. Que voulez-vous dire? Demanda son interlocuteur. J'aurais juré sur cette Bible que j'avais écrit 14 shillings. Bon, dit Valentin, les gestes lents, mais les yeux ardents. Et après? Le prêtre à la porte a dit calmement, fâché de brouiller vos comptes. Mais ce sera pour le carreau. Quel carreau? Ai-je dit. Celui que je vais casser, a-t-il répondu, en y jetant son parapluie. Les 3 hommes poussèrent une exclamation et l'inspecteur murmura. Poursuivons-nous des fous échappés de l'asile? Mais le garçon avait pris goût à conter sa grotesque aventure. Je suis resté bouche bée sur le moment. Je n'aurais rien pu faire. L'homme est sorti et a rejoint son ami, qui avait tourné le coin. Puis ils ont monté si vite Bullock Street que je n'ai pas pu les rattraper, même en courant de toutes mes forces. Bullock Street, dit l'inspecteur en enfilant cette rue, aussi rapidement que l'étrange couple à la poursuite duquel il était lancé. Leur course les conduisit à travers des voies de briques, uniformes comme des tunnels, des rues à peu de lumière et même peu de fenêtres, des rues auxquelles les maisons qui les bordaient semblaient avoir tourné le dos. L'ombre s'épaississait et les policiers londoniens eux-mêmes n'auraient pu dire avec certitude la direction exacte qu'ils suivaient. L'inspecteur était cependant à peu près certain qu'ils allaient, tôt ou tard, aboutir quelque part du côté de Hampstead Heath. Une fenêtre faisant saillie et éclairée au gaz perça soudain le crépuscule bleu. Pareil à une lanterne tape à l'œil. Et Valentin s'arrêta devant l'étalage d'une petite pâtisserie. Après un moment d'hésitation, il entra, ne perdant rien de sa gravité parmi les joyeuses couleurs de la confiserie. Il acheta, d'un air soucieux, 13 cigares en chocolat. Il se préparait évidemment une entrée en matière, mais il n'en eut pas besoin. La jeune personne anguleuse et fanée qui le servait n'avait manifesté qu'une curiosité machinale devant sa mise élégante, mais lorsqu'elle l'aperçut encadré dans la porte derrière lui l'uniforme bleu de l'inspecteur, son regard s'anima. « Oh, dit-elle, si vous êtes venu pour le paquet, je l'ai déjà expédié. »« Le paquet ?» répéta Valentin, et ce fut à son tour de l'interroger du regard. « Je veux dire le paquet que ce monsieur a laissé ici, le clergyman. »« Pour l'amour de Dieu, dit Valentin en se penchant vers elle, manifestant ainsi pour la première fois son émotion, pour l'amour de Dieu. Dites-nous exactement ce qui s'est passé. » « Les prêtres, dit la femme après quelques hésitations, sont venus il y a une demi-heure environ. Ils ont acheté des carrés de menthe et bavardé de choses et d'autres. Puis ils sont partis dans la direction du Common. Un moment après, l'un d'eux est rentré dans la boutique en disant « N'ai-je pas oublié un paquet ?» J'ai regardé partout et comme je ne trouvais rien, il a dit « Ne vous dérangez pas, mais si vous le trouvez, ayez la bonté de l'envoyer par la poste à cette adresse. » Et il m'a laissé l'adresse et 1 shilling pour ma peine. J'ai effectivement trouvé, peu après, un paquet enveloppé de papier brun, et je l'ai envoyé à l'adresse qu'il m'avait donnée. Je ne puis me la rappeler maintenant. C'était quelque part à Westminster. Comme la chose semblait importante, je me suis dit que la police était peut-être venue s'informer. C'est ce qu'elle a fait, répartit Valentin brièvement. Sommes-nous loin d'Hampstead Heath? Droit devant vous, à 1/4 d'heure de marche, dit la femme. Valentin bondit hors de la boutique et commença à courir. Les autres policiers l'imitèrent à contre-cœur. La rue qu'ils suivaient était si sombre et si étroite que lorsqu'ils se trouvèrent à l'improviste devant le vaste terrain vague, avec le ciel comme horizon, ils furent surpris de voir que la soirée était encore si peu avancée. La voûte céleste vert pan prenait des reflets d'or entre les arbres noirs et les lointains violets. Le vert ardent était tout juste assez sombre pour faire ressortir, comme des points de cristal,
une ou deux étoiles. Tout ce qui restait de jour dorait de ses rayons la crête d'Amstead, et ce coin populaire connu sous le nom de Val de Santé. Les promeneurs qui hantent ces parages ne s'étaient pas encore tous dispersés. Quelques couples confus restaient assis sur des bancs, et à des intervalles réguliers, une petite fille au coin criait encore sur une des balançoires. Le ciel en pleine gloire rejetait dans les ténèbres la suprême vulgarité de l'homme. Valentin, debout sur le versant, regarda au-delà du vallon et aperçut ce qu'il cherchait. Parmi les groupes noirs qui se dispersaient au loin, il s'en trouvait un particulièrement noir et comme inséparables, deux silhouettes vêtues d'habits ecclésiastiques. Quoiqu'elles parussent aussi petites que des insectes, Valentin put voir que l'une était beaucoup plus petite que l'autre, et quoique l'autre fût voûtée, comme l'est un homme d'étude, et eût une allure effacée, il put clairement discerner qu'elle avait plus d'1,80 m de haut. Valentin serra les dents et avança, en faisant tournoyer sa canne d'impatience. Lorsqu'il eut considérablement diminué la distance qui le séparait des deux silhouettes noires, de manière à les observer à la loupe, il fit une autre découverte, une découverte qui le surprit, mais à laquelle il s'attendait pourtant jusqu'à un certain point. Quel que fût le grand prêtre, il ne pouvait guère y avoir de doute concernant l'identité du petit. C'était son compagnon du train d'Harwich, le replé petit curé de l'Essex, auquel il avait donné quelques sages conseils concernant son paquet enveloppé de papier brun. Jusqu'ici, tout s'enchaînait assez logiquement. Valentin avait appris, le matin même, qu'un certain père Brown avait apporté d'Essex une croix d'argent ornée de saphir, une relique de grande valeur, pour la montrer à certains prêtres étrangers qui assistaient au congrès. C'était là sans doute l'objet d'argent avec des pierres bleues, dont il avait été question, et le père Brown n'était autre que le petit Bennet, rencontré dans le train. Rien d'étonnant à ce que Flambeau eût découvert ce que Valentin avait pu découvrir. On ne pouvait rien cacher à Flambeau. Rien d'étonnant non plus à ce que Flambeau, ayant entendu parler de la croix d'argent, s'efforça de la voler. C'était la chose la plus naturelle que pût relater l'histoire naturelle. Rien d'étonnant encore, évidemment, à ce que Flambeau l'emporta sur un âne batté tel que l'homme, au parapluie et aux nombreux paquets. Les individus de son espèce se laisseraient mener par le bout du nez jusqu'au pôle Nord. Rien de surprenant à ce qu'un acteur comme Flambeau, déguisé en prêtre, ait pu le conduire jusqu'à Hampstead Heath. L'affaire semblait assez limpide, et, tout en plaignant le prêtre si vulnérable, le détective méprisait presque Flambeau de condescendre ainsi à tromper une victime aussi crédule. Mais lorsque Valentin songeait à tout ce qui s'était produit depuis lors, à tout ce qui l'avait conduit à la victoire, il se creusait en vain la cervelle pour y découvrir la moindre rime, la moindre raison. Quel rapport y avait-il entre le vol de la croix bleue, apporté à Londres par un prêtre d'Essex, et le fait d'asperger un mur de soupe, ou d'appeler noix des oranges, ou de payer le prix d'un chaos pour le casser ensuite? Valentin était arrivé à la fin de sa chasse, mais il n'en comprenait pas le milieu. Lorsqu'il lui était arrivé d'échouer dans ses recherches, ce qui était rare, il avait toujours remonté la piste mais laissé échapper le criminel. Ici, il tenait le criminel mais la piste lui échappait. Les deux silhouettes qu'il poursuivait marchaient comme deux mouches noires sur la crête immense et verte de la colline. Elles étaient à l'évidence absorbées dans leur conversation et ne semblaient pas remarquer où elles allaient. Pourtant, elles allaient vers les hauteurs les plus solitaires et les plus silencieuses de la lande. Au fur et à mesure que les policiers gagnaient du terrain sur elles, ils devaient recourir aux attitudes triviales du chasseur de chevreuils, s'accroupir derrière des bosquets d'arbres, et même courir à quatre pattes dans l'herbe haute. Grâce à ces peu gracieux subterfuges, nos chasseurs purent même s'approcher assez près de leur gibier pour entendre le murmure de leur conversation. Mais aucun mot ne pouvait leur parvenir, sauf le mot « raison », prononcé fréquemment d'une voix haute et presque enfantine. À un moment, derrière une pente abrupte et un groupe de buissons épais, les policiers perdirent de vue les deux hommes qu'ils poursuivaient. Ils ne retrouvèrent leur piste qu'après 10 minutes de recherche angoissante. Elle les conduisit au sommet arrondi d'une haute colline qui dominait un amphithéâtre de paysages désolés, éclairé par les dernières lueurs du soleil. Sous un arbre, en cet endroit imposant et désert, se trouvait un vieux banc de bois délabré, et sur ce siège étaient assis les deux prêtres, toujours absorbés dans leur conversation. Le vert et l'or du ciel, merveilleux, s'accrochèrent encore à l'horizon, assombris, et la voûte au-dessus de leur tête, de vert pan, devenait lentement bleu pan, et les étoiles s'en détachaient davantage encore, comme de solides joyaux. Faisant signe à ses aides, Valentin réussit à se glisser derrière le gros arbre.
Il resta là, silencieux, immobile, comme un mort, et entendit pour la première fois les paroles qu'échangeaient les deux prêtres. Après les avoir écoutées pendant quelques minutes, il fut saisi d'un doute sinistre. Avait-il entraîné les deux policiers anglais vers les solitudes nocturnes de ce terrain vague dans un but aussi insensé que celui de cueillir des figues sur des chardons? Car les deux prêtres conversaient exactement comme des prêtres. Ils causaient pieusement, doctement, posément, des mystères les plus éthérés de la théologie. Le petit clergyman de l'Essex parlait plus simplement, sa face ronde tournée vers les étoiles. L'autre, au contraire, restait la tête inclinée, comme s'il n'était pas digne de les contempler. Mais on n'aurait pas pu entendre une conversation plus innocemment ecclésiastique, sous les arcades blanches d'un cloître italien ou sous les voûtes sombres d'une cathédrale espagnole. Les premiers mots que le détective surprit appartenaient à la fin d'une phrase du père Brown. C'est ce qu'il voulait dire au Moyen-Âge lorsqu'il parlait des cieux incorruptibles. Le grand prêtre approuva de la tête et dit: « Ah oui, ces infidèles modernes font appel à la raison. Mais qui peut contempler ces millions de mondes et ne pas sentir qu'il pourrait y avoir de merveilleux univers au-dessus de nos têtes, où la raison serait essentiellement déraisonnable? » Non, répartit l'autre, la raison est toujours raisonnable, même dans le dernier limbe, à la dernière frontière des choses. Je sais qu'on accuse l'Église de ravaler la raison, mais c'est le contraire qui est vrai. Seule ici-bas l'Église place vraiment la raison au-dessus de tout. Seule ici-bas l'Église affirme que la puissance de Dieu elle-même se meut dans les limites de la raison. Le grand prêtre leva sa tête austère vers le ciel constellé d'étoiles et dit: « Pourtant, qui sait si dans cet univers infini, physiquement infini, interrompit l'autre en se tournant brusquement sur son banc, non pas infini au point d'échapper aux lois de la vérité. » Derrière son arbre, Valentin se rongeait les ongles, dans un accès de fureur silencieuse. Il entendait déjà les railleries de ses collègues anglais, que ses conjectures fantaisistes avaient conduit si loin pour entendre le bavardage métaphysique de deux vieux prêtres inoffensifs. Dans son agitation, il perdit la docte réponse du grand prêtre, et lorsqu'il tendit l'oreille de nouveau, le père Brown avait repris la parole. « La raison et la justice embrassent dans leur étreinte l'astre le plus lointain. Regardez ces étoiles. Ne semblent-elles pas être faites de diamants ou de saphirs? Vous pouvez imaginer la botanique et la géologie la plus folle évoquer des forêts de diamants avec des feuilles de brillants, une lune bleue faite d'un seul éléphantesque saphir. Mais ne croyez pas que cette frénésie astronomique puisse rien changer à la raison et à la justice de votre conduite. Sur les plaintes de l'Opale, au pied des falaises taillées dans la perle, vous trouveriez encore un écriteau proclamant « Tu ne voleras pas ». Valentin allait quitter sa position accroupie et se retirer aussi doucement que possible, accablé par la plus grande erreur qu'il eût commise de sa vie, lorsque quelque chose dans le silence même du grand prêtre l'amena à attendre qu'il eût repris la parole. Lorsqu'enfin ce dernier rompit le silence, ce fut pour dire simplement, la tête courbée et les mains sur les genoux: « Je persiste pourtant à croire que d'autres mondes peuvent s'élever au-delà de notre raison. Le mystère du ciel est insondable, et pour ma part je ne puis que m'incliner devant lui. » Puis, le front toujours baissé, et sans rien changer à son attitude et à l'intonation de sa voix, il ajouta: « Passez-moi votre croix de saphir, je vous prie. Nous sommes ici seuls, et je pourrais vous mettre en pièces comme une poupée de son. » Le fait que ces paroles étaient prononcées exactement sur le même ton et dans la même attitude ajoutait une étrange violence à cette brutale entrée en matière. Mais le gardien de la relique tourna seulement la tête d'une fraction de degré. Son visage levé vers les étoiles semblait conserver la même expression béate. Peut-être n'avait-il pas entendu, ou peut-être avait-il entendu, et se trouvait paralysé de terreur. « Oui, dit le grand prêtre, de la même voix basse, sans changer de posture. « Oui, je suis Flambeau. » Puis après un silence, il reprit: « Voyons, voulez-vous me donner cette croix? »« Non, » dit l'autre, et ce monosyllabe avait comme un ton étrange. Flambeau abandonna soudain ses manières pontifiantes. L'illustre bandit se renversa en arrière sur son banc et émit un long rire étouffé. « Non, cria-t-il. Ne voulez-vous pas me le donner, fier prélat? Vous ne voulez pas me le donner, stupide petit célibataire? Voulez-vous que je vous dise pourquoi vous n'allez pas me le donner? Parce que je l'ai déjà ici dans ma poche. » Le petit homme de l'Essex tourna vers lui ce qui, dans l'ombre, semblait être une paire d'yeux éblouis, et demanda avec une sorte de timide curiosité: « En êtes-vous bien certain? » Flambeau rugit de joie. «
Vous valez mieux à vous seul qu'un vaudeville, cria-t-il. Oui, poire que vous êtes, j'en suis certain. J'ai eu le flair de façonner un double de votre paquet, et maintenant, mon ami, c'est vous qui avez le double, et c'est moi qui possède la relique. C'est un vieux truc, Père Brown, un très vieux truc. Oui, répondit le Père Brown en se passant la main dans les cheveux, avec la même expression étrange et vague. Oui, j'en ai déjà entendu parler. Le colosse du crime s'inclina vers le petit curé de campagne avec un intérêt soudain. Vous en avez entendu parler, dit-il. Où en avez-vous entendu parler? Je ne puis naturellement pas vous dire son nom, répondit le petit homme avec simplicité. C'était impénitent, voyez-vous. Il avait vécu dans l'abondance pendant 20 ans, uniquement grâce à des doubles de paquets de papier brun. Alors, lorsque j'ai commencé à vous suspecter, j'ai immédiatement songé à la manière dont ce pauvre garçon opérait. Commencer à me suspecter? Répéta le criminel avec une intensité d'expression croissante. Avez-vous vraiment eu assez de sens pour me suspecter lorsque je vous ai conduit dans cette partie déserte de la lande? Oh non, dit Brown avec l'air de s'excuser. Voyez-vous, je vous ai suspecté dès que nous nous sommes rencontrés. C'est à cause de ce petit gonflement sous la manche, où les gens de votre profession portent le bracelet à pointe. Comment, par tous les diables, s'écria Flambeau, avez-vous entendu parler du bracelet à pointe? Oh, mes ouailles, vous comprenez, dit le père Brown en levant les sourcils avec un air candide. Lorsque j'étais curé à Hartlepool, il y en avait 3 parmi elles qui portaient ce bracelet. C'est pourquoi, comme je vous ai suspecté dès le début, je me suis arrangé pour que la croix soit en sûreté. Je crains d'avoir été obligé de vous surveiller, et je vous ai vu faire l'échange de paquets. Alors, voyez-vous, j'ai dû les échanger de nouveau, et j'ai laissé le bon derrière nous. Derrière nous? Répéta Flambeau, et pour la première fois sa voix s'altéra. Voici comment, dit le petit prêtre avec la même bonhomie. Je suis rentré dans cette pâtisserie, j'ai demandé si je n'avais pas oublié un paquet, et je leur ai laissé une certaine adresse, au cas où ils le retrouveraient. Je savais naturellement que je n'avais pas laissé de paquet derrière moi, mais lorsque je suis ressorti, j'ai laissé le mien. Au lieu de courir après moi avec la précieuse relique, ils l'ont envoyé en toute hâte à un de mes amis à Westminster. Puis il ajouta presque tristement. C'est également un pauvre diable d'Hartlepool qui m'a enseigné ce truc. Il l'appliquait fréquemment jadis à des valises volées dans les gares, mais il s'est retiré depuis dans un monastère. On apprend ainsi bien des choses, n'est-ce pas? Ajouta-t-il en se passant de nouveau la main dans les cheveux, comme pour s'excuser encore davantage. Nous ne pouvons faire autrement, nous autres prêtres. Ce sont des choses que les gens viennent nous raconter. Flambeau arracha de sa poche un paquet de papier brun et le déchira. Il ne renfermait que du papier et des morceaux de plomb. Le bandit sauta sur ses pieds d'un élan colossal et s'écria. Je ne vous crois pas. Je ne crois pas qu'un nigaud comme vous ait pu arranger tout cela. Je suis sûr que vous avez encore l'objet sur vous, et si vous ne me le donnez pas, eh bien nous sommes seuls et je vous l'arracherai de force. Non, dit le père Brown simplement, en se levant aussi. Vous ne me l'arracherez pas de force. D'abord parce que je ne l'ai plus, réellement, et ensuite parce que nous ne sommes pas seuls. Flambeau s'arrêta dans son élan. Derrière cet arbre, dit le père Brown, en l'indiquant du doigt, se trouvent 2 vigoureux policiers et le meilleur détective de notre temps. Comment sont-ils venus ici, me demanderez-vous? Parce que je les ai amenés, naturellement. Comment m'y suis-je pris? Je vais vous le dire, si vous y tenez. Mon Dieu, nous apprenons des choses 20 fois plus ténébreuses en travaillant parmi les criminels. Je n'étais pas certain que vous étiez un voleur, et il eût été désastreux de causer un scandale au sujet d'un membre du clergé. Je vous ai donc mis à l'épreuve pour voir si vous vous trahirez. On se met d'ordinaire en colère lorsqu'on trouve du sel dans son café. Si l'on reste calme, c'est qu'on a une excellente raison d'agir ainsi. J'ai mis du sel dans votre sucrier et vous n'avez pas bronché. On n'aime pas non plus généralement se voir présenter une note 3 fois plus élevée. J'ai triplé la vôtre et vous l'avez payée. Le monde semblait attendre que Flambeau bondisse, tel un tigre, mais il était retenu comme sous l'emprise d'un charme. Il était paralysé par une invincible curiosité. Le père Brown poursuivit avec lenteur et lucidité. Comme vous ne vouliez laisser aucune trace de votre passage pour la police, il a bien fallu que quelqu'un s'en charge. Partout où nous sommes passés, j'ai eu soin de faire quelque chose qui fournisse aux gens un sujet de conversation pour le restant de la journée. Je n'ai pas fait grand mal. Une tache sur un mur, des pommes roulées dans la rue, une vitre brisée, et j'ai sauvé la croix. La croix sera toujours sauvée.
Je m'étonne que vous ne m'ayez pas arrêté avec le sifflet de l'âne. Avec quoi? Demanda Flambeau. Je suis heureux de voir que vous ne le connaissez pas, dit le prêtre avec une grimace. C'est une vilaine chose. Je suis sûr que vous êtes trop gentil pour être un siffleur. Je n'aurais pas pu parer le coup, même à l'aide des tâches. Je n'ai pas les jambes assez fortes pour cela. Mais de quoi parlez-vous donc? Demanda l'autre. Je pensais que vous pratiquiez ce coup, dit le père Brown, agréablement surpris. Oh, vous ne pouvez pas déjà être tombé si bas. Mais comment diantre connaissez-vous ces horreurs? Cria Flambeau. L'ombre d'un sourire effleura le visage simple et rond de son adversaire. Oh, en faisant mon métier de stupide petit célibataire, je suppose. N'avez-vous jamais songé qu'un homme qui passe sa vie à entendre les autres lui confesser les péchés qu'ils ont commis ne doit pas être entièrement ignorant du mal? D'ailleurs, à un autre indice, j'aurais pu dire que vous n'étiez pas prêtre. Quoi? Dit le voleur bouche bée. Vous avez attaqué la raison, dit le père Brown. Ce n'est pas orthodoxe. Comme il se retournait pour rassembler ses affaires, les trois policiers sortirent du couvert des arbres. Flambeau était un artiste et un beau joueur. Il s'arrêta et salua profondément Valentin. Ne me salue pas, mon ami, dit Valentin d'une voix claire. Saluons tous les deux notre maître. Et il se découvrit un instant, tandis que le petit prêtre de l'Essex cherchait à tâtons son parapluie. Fin. J'espère que l'histoire vous a plu, plein de mystère et d'humour en perspective, avec ce bon prêtre Brown. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une autre histoire. En attendant, prenez bien soin de vous. Au revoir et merci.